la technologie, elle va peut-être vite, très très vite, mais l'adoption, à quelle vitesse les gens changent de comportement, ça par contre, ça change pas tant que ça. On pouvait regarder ça, le jeu était le vaisseau de transmission. Ouais. Le gaming, c'est le vaisseau de transmission pour s'adresser au grand public de nos progrès en intelligence artificielle. J'ai un pote qui a remplacé une très grande partie de son 100%. Son patron ne le sait pas. Alors, il a plein de temps. Et c'est super. Et lui, il est très concerné par ça. Cette toute petite perte de contrôle des grosses entreprises, c'est un petit peu le foyer de la joyeuse rébellion qui pourrait se passer dans ces milieux de cette seconde digitalisation. Du jeu vidéo à l'analyse des impacts de l'intelligence artificielle, nous recevons aujourd'hui Lucien Jean-Prêtre, fondateur du laboratoire A-Balance. Cet autodidacte explore comment la technologie transforme notre rapport au monde, de la philosophie jusqu'à la création d'objets 3D. Entre virtuel et retour au réel, on découvre une vision où l'IA devient un partenaire créatif plutôt qu'une contrainte. Bienvenue sur Alpacity, le réseau roman des spécialistes du numérique. Lucien, bonjour. Bonjour Delphine. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Merci infiniment. Alors, je sens qu'aujourd'hui, on va avoir une discussion sur plein de choses, sur l'intelligence artificielle, sur aussi peut-être le monde du jeu vidéo, l'art, pourquoi pas. On verra où ça nous mène. Exactement. Mais je me réjouis beaucoup de cet échange. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Alors oui, succinctement, je m'appelle Lucien, je suis artiste de formation. J'ai fait mes études à l'ECAL, mon bachelor en art visuel. Je l'ai fini en 2015 et je suis parti ensuite en 2016 à San Francisco faire mon master en art visuel à la Art Institute, où là, j'ai développé une pratique où je mixais un peu mes différents intérêts. J'avais fait de la scène, j'avais fait du cirque et de la magie, et j'essayais de le faire un peu en sculpture. Alors je faisais des trucs qui bougeaient, je faisais un peu des trucs un peu, c'était un peu le cirque. Et puis j'ai découvert, je m'intéressais aussi énormément aux jeux de stratégie, et j'ai beaucoup joué aux échecs, mais au Go, sans être fort, hein, sans être exceptionnel. J'ai fait des tournois, mais pour me marrer, c'était hyper bien. Et à San Francisco, quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert une passion en plus, et c'était sur l'intelligence artificielle. Ah, excellent. Voilà. Donc, c'était déjà il y a beaucoup d'années avant cette c'était il y a 10 bulle ans, de l'IA. Ouais. C'était il y a 10 ans, c'était en 2016. Je me rappelle que... Alors, j'avais 22 ans, je crois. Et j'étais dans cette... parce que, voilà, je suis de Châtellerault, donc je viens vraiment de la petite ville au bord du lac et tout. Puis j'arrive à San Francisco, tu vois. Moi, je connaissais rien, tu vois. Et je voyais, donc, il y avait les voitures qui conduisaient toutes seules, tu vois. Et au début, j'étais là, c'est un peu... Il y avait ce truc où, oui, on en parlait un peu, mais ça restait un petit peu du côté niche, un peu science-fiction, tu vois. Il y avait ce truc. Mais là où ça m'a touché, je pense, c'est qu'en 2016, il s'est passé un événement, et j'étais à San Francisco à ce moment-là. C'était que le champion du monde de Go, donc un jeu que je jouais beaucoup, que j'avais découvert bien après les échecs, mais que j'avais adoré, même encore plus que les échecs, il a perdu contre une machine, c'était le fameux AlphaGo de DeepMind de Google. Ouais. Quelle relation, justement, tu fais ? On en avait parlé quand on s'était eu au téléphone pour préparer cet échange. Justement, l'IA, elle suit de très près le monde des échecs et puis du Go. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi une différence de réaction de la part des joueurs du côté des échecs et du Go qui a été très différente par rapport à l'IA. Alors ça, c'était ça qui a un peu explosé dans mon cerveau à ce moment-là, parce que moi, mon niveau de compétence en termes de code et d'informatique, c'est genre 0. À ce stade, moi, je fais de la sculpture, je fais des shows de magie, tu vois, genre c'est pas du tout, c'est pas du tout mon domaine. Mais il y a un truc, c'est que les échecs, quand Garry Kasparov y perd en 97, il y avait ce truc de genre la machine, elle a juste beaucoup calculé.
Et ça, je pouvais comprendre, ok, bon, il y a une machine qui calcule énormément, super. C'est pas vraiment une nouvelle. Et le Go, en fait, de ce que moi je comprenais avec mes maigres compétences au Go, c'était quand même que au niveau du nombre de possibilités, on n'allait pas le calculer. Et d'ailleurs, les gens disaient que au terme de battre des humains au Go, ça allait être compliqué parce que ça allait nécessiter des trucs tels que de l'instinct ou une manière de reconnaître des patterns qui s'apparentent plus à des compétences humaines, en fait, à ce moment-là. Donc, on n'était plus sur du calcul brut, parce que moi je voyais, OK, les échecs calcul brut, bon, d'accord, forcément, une machine ne va pas pouvoir faire ça. Mais après avoir joué au Go et m'être renseigné sur l'histoire et tout ça, il y avait les mythes autour du Go, que ça n'allait pas être battu avant 2050. Je me rappelle, il y avait vraiment ça, oui, parce que vous comprenez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et le fait, et personne s'y attendait dans le monde du Go, je pense. En tout cas, le champion du monde était choqué. Et je me rappelle que j'avais des potes qui jouaient au Go qui étaient aussi pas mal choqués. Et c'est là où j'ai commencé à descendre un peu dans le rabbit hole. Je me suis demandé, mais comment c'est possible? Alors, avec mes maigres compétences et un peu d'autodidacte, j'ai essayé de comprendre ça. Et j'en suis arrivé à la conclusion que il y a quelque chose qui avait été dépassé à ce moment-là, même si je pense on avait cette technologie de machine learning depuis un moment sur papier. On n'avait pas vraiment de ce que j'ai compris, on n'avait pas vraiment le GPU pour l'exécuter. Et là, Google avait réussi un tour de force. Et ensuite, en tant qu'artiste, moi j'étais là, moi je suis dans le mauvais domaine. Enfin, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon rôle? Parce que je suis très intéressé par ça. Est-ce que juste j'en parle? Est-ce que je fais des pièces? Est-ce que j'écris un truc? Mais en même temps. Et du coup, ça a commencé à travailler un peu derrière, un peu en background de mon esprit. Et j'essaie de regarder comment l'histoire, elle a regardé l'intelligence artificielle et c'était quoi le rôle du jeu. Et là, je trouve quelque chose d'intéressant, c'est que c'est quoi la différence? Enfin, c'est quoi le point commun entre ce qui s'est passé en 97 et en 2016? C'est que dans les deux cas, on a des entreprises, IBM avec Deep Blue et DeepMind et AlphaGo avec Google, qui ont utilisé les jeux de stratégie, qui étaient un petit peu la compétition de l'intelligence, pour démontrer qui est plus intelligent. Voilà, les échecs, les échecs, c'est un concours d'intelligence. Alors, celui qui gagne est le plus intelligent. Enfin, c'est pas vrai, mais dans le sens, c'était quelque chose, c'était un espèce de lieu commun, une espèce de mythe chez les gens. Et dans les deux cas, en fait, on utilise ces jeux de stratégie pour démontrer nos avancements en intelligence artificielle au grand public. Ouais. Parce que c'est symbolique et ça, c'est très représentatif. C'est ça. Ouais. Parce que et finalement, parce que voilà, aux échecs, vous gagnez ou vous perdez. Au Go, c'est pareil. Donc, on peut prouver qu'on a fait de l'avancement si on gagne contre un humain à un jeu où les champions de Go, des fois, quand on leur demandait pourquoi vous avez joué ce coup, ils ont dit ça avait l'air beau. Alors, une machine qui joue ça. Ça a l'air beau. C'est beau, hein. Ouais. Qu'est-ce que le beau, non? Et puis à ce moment-là, et justement, si on pouvait regarder on pouvait regarder ça, le jeu était le vaisseau de transmission. Ouais. Le gaming, c'est le vaisseau de transmission pour s'adresser au grand public de nos progrès en intelligence artificielle. Et à ce moment-là, j'ai poursuivi cette réflexion-là et je me suis demandé si on va plus loin et que oui, on va continuer de développer cette technologie et les intelligences artificielles vont pouvoir commencer à faire des choses telles que mimiquer un peu l'instinct de ce qui aurait besoin un peu au Go, ce qui est juste du recognition de pattern. Hein. Mais ça peut passer pour ça. À ce moment-là, ce qui va se passer, probablement, c'est que puisque le développement va continuer, il va falloir qu'on trouve une manière de collaborer puisque si les machines si les intelligences artificielles émergent et deviennent très fortes à des choses qu'on pensait profondément humaines, c'était là le Go, pas avant 2050, il allait falloir trouver une manière de collaborer. Et comment est-ce que le gaming, parce que j'adorais les jeux de stratégie, et j'étais là, il y avait une partie de moi qui était un peu triste que les humains, ce soit plus un truc, il n'y ait plus un truc où c'était notre bébé. Donc, je me demandais si c'était possible de créer
un jeu où l'idée, ce serait plus de s'adresser au public en parlant d'un concours d'intelligence entre l'humain et la machine, mais de parler d'une collaboration humain-machine. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur la société de jeu à Balance. Voilà. Excellent. J'ai l'impression que tu es quelqu'un d'autodidacte, que tu aimes apprendre et que tu le fais de manière très autonome. Un peu trop des fois. Mais avant même d'imaginer que, enfin, de réaliser que ces intelligences artificielles, eh bien effectivement, au niveau du raisonnement, voilà, elles dépassent l'humain. C'est aussi un lieu de connaissance presque universelle. Du coup, quel est l'impact pour toi ou qu'est-ce que tu as pu vivre ou expérimenter dans ta continuité d'apprentissage et de manière à le faire seul par rapport à l'accès à la connaissance du monde? Alors, avant les LLM et avant Mhm. où on était, alors là, on était en 2017, 2018, même jusqu'en 2021. Moi, c'était très tutoriel YouTube. Hein. Et, Ouais. puis, et du coup, alors, là, les tutoriels YouTube, donc, il fallait trouver les bons content creators, et mettre les vidéos des fois en accéléré, C'est ce et que puis j'allais dire, et du temps. et du temps. Et aujourd'hui, alors, être autodidacte, ça n'a jamais été autant cool qu'aujourd'hui pour moi. En fait, j'ai un très gros gain de temps parce que je peux vraiment expliquer au LLM où est-ce que je galère. Et je peux avoir. Et du coup, j'ai vraiment, à portée de main, j'ai des cours sur mesure, Mm. sur ce que j'ai envie d'apprendre. Alors oui, il y a des fois où je lui dis, bah, fais-le. Et ensuite, ça m'intéresse trop. Alors j'ai fait, non, bah, voilà. Comment t'as fait? et du coup, je repasse dessus. Mais c'est un luxe. Ouais, j'ai pas de mots pour ce luxe. Moi, je me rappelle quand il fallait trouver le bon tutoriel YouTube, trouver la bonne documentation. Maintenant, fais une deep search, c'est réglé. Mhm. Donc ça, moi, je trouve ça, il n'y a jamais eu autant d'opportunités en fait de créer des choses de son côté. Et ça, je trouve ça super beau. Alors justement, tu as une énorme expérience dans le jeu vidéo. Tu as d'ailleurs fait un jeu vidéo. Oui. Peut-être on en parlera Mhm. un tout petit peu après. Mais on voit aussi qu'il y a une technologie que tu suis de près qui change tous les 3 mois. Oui. Comment tu réussis à observer, expérimenter pour comprendre en fait là où on va? Alors, je problématise juste ce comprendre. Je pense pas avoir la prétention de comprendre exactement où on va. Ça va beaucoup trop vite. Ça allait pas autant vite avant. Et ça peut-être on en parlera après quand on parle des entreprises et des business plans et tout ça. Dans le milieu du gaming, on gagne beaucoup de temps sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses, on peut pas tout remplacer. C'est très multi-talent la création de jeux. Il y a du design, il y a du code, il y a du son, il y a des donc c'est pour des petites structures, c'est très difficile d'automatiser tout ça. Hein. Ok. Ça, c'est clair. Maintenant, comment est-ce qu'on se maintient à jour sans essayer de forcément comprendre? Il y a la partie où, alors moi, je lis des articles tous les jours et j'arrive pas à tout lire. C'est impossible avec tout ce qui sort. Je pense qu'il y a eu le changement et moi, ce que je vois, c'est de faire des agents qui vont, eux, faire le premier débroussaillage pour me dire qu'est-ce qui se fait. Après, il faudrait essayer qu'il soit pas trop biaisé. On est plusieurs. Je ne suis pas tout seul à faire ces recherches-là. Mon associé, il les fait aussi. Il est beaucoup plus dans le domaine avec son master en IA, le PFL. Donc lui, il aiguille beaucoup cette recherche sur qu'est-ce qui est en train de se passer d'un point de vue technologique. Moi, je m'intéresse surtout à qu'est-ce qui est en train de se passer pour les gens. Et comment ils utilisent. Donc, il y a beaucoup de choses où je parle à mes proches. C'est une première chose. Puis ensuite, je regarde un peu les tendances de comment les gens se servent des LLM. La technologie, elle va peut-être vite, très très vite, mais l'adoption, à quelle vitesse les gens changent de comportement, ça par contre, ça change pas tant que ça. Ça va toujours à un rythme qui est humainement environ OK. Et voilà, la technologie par contre, c'est une dinguerie. On peut plus. Enfin, effectivement, comme tu dis, ça change tous les 3 mois. Et t'es gentil, mais il y a toujours des nouveaux articles qui sortent. En plus, la moitié, on sait pas si c'est fake. C'est vrai aussi, la moitié. Ouais. Mais il y a vraiment eu ce changement entre c'est de la science-fiction et c'est aujourd'hui, en fait.
Dans ton entourage, comment c'est reçu l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as une partie qui l'utilise, la surexploite, expérimente constamment, Mhm. enfin l'utilise tout simplement parce qu'en fait ça devient un outil du quotidien? Mhm. Est-ce qu'il y a des réfractaires? Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés parce que ça touche le digital? Mhm. Euh, J'ai de tout. Bah, j'ai la chance d'être. Je suis affilié à plusieurs milieux et aussi à plusieurs tranches d'âge dans les activités que je fais. Et donc, bah, je vois des choses avec les tranches d'âge, mais c'est non plus pas hyper représentatif. mhm, Vraiment, je crois que les gens, ils ont tous une approche qui est en fait qui est très personnelle vis-à-vis de l'IA. Il y a toujours, j'ai les deux côtés, hein. Il y aura toujours les gens qui sont très utopiques par rapport à ça, mm. et il y a les vendeurs d'utopie et les dealers de désastres, et il y a des gens qui, mais, C'est mais je tous. connais des gens qui n'en ont rien à faire. Ouais, 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 l'IA, c'est encore comme. Et ils disent une autre technologie qui n'a pas marché ou un truc ça. Et ouais. c'est l'IA, c'est comme le métavers, c'est une mode ou des trucs. Et il y a des gens qui pensent que ça va être, dont moi, hein, qui pensent que c'est la technologie transformative la plus impressionnante qu'on ait jamais vue. Est-ce que tu fais un lien avec les métiers, par exemple, ceux qui sont dans les atomes purs, qui font des choses encore très physiques, Mhm. par rapport à ceux qui seraient plus dans le tertiaire, enfin dans les bytes, comme on dit? Mhm. Est-ce que tu vois un peu un cursus comme ça? Ouais, alors ça Un curseur rejoint. plutôt, pardon. Alors ouais, bah là, ça rejoint ces fameuses peurs, en fait. Mhm, Parce que ça concerne beaucoup quand un LLM est capable d'output une partie du travail qu'on est en train de faire et qu'on est dans le secteur tertiaire, à peu près tous mhm. les travaux qui peuvent être faits par ordinateur. Il y a moyen de quand même pas mal agentifier et pas mal optimiser. J'ai un pote qui a remplacé une très grande partie de son 100%. Mhm. Son patron ne le sait pas. Alors, il a plein de temps et c'est super. Et lui, il est très concerné par ça. Après, les gens que je connais qui font des métiers manuels, c'est vrai qu'ils sont là, genre, bon, ah, ils sont très contents de pouvoir automatiser leur admin. Et Exact, ça, ouais. c'est Ouais. c'est assez super. Mais c'est vrai que là, il y a moins de. On les sent moins investis. Bah, c'est clair quand ça touche directement. Mhm. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a beaucoup. Il y a vraiment. Il y a eu beaucoup. On a beaucoup parlé de ce truc de le grand remplacement. Les jobs vont être remplacés. Enfin, tu vois, Ouais, ça c'est c'est dans l'air. c'est énorme. Justement, quel est un peu ton point de vue sur ce grand remplacement? Parce que tu travailles aussi sur ces interactions homme-machine. Oui. Tu vois aussi les limites. Est-ce Oui. que aussi on n'a pas machinisé le travail des hommes, qui fait qu'on devient des individus agentiques? J'ai déjà entendu cette Ouais. expression. Ah, c'est marrant ça. Ouais, Est-ce ce qu'on. grand remplacement, quel est un peu ton regard là-dessus? C'est. C'est toujours aller un peu dans l'extrême, et il y a aussi l'extrême de la modération, ce que je vais appeler, parce qu'il y a des gens qui vont dire ok, mais je vais commencer par là. Oui, mais vous savez, il y a toujours eu des nouvelles technologies qui ont sorti, et les jobs, ils n'ont pas vraiment diminué, ils ont juste évolué, ils ont juste changé. En Mm. fait, les nouvelles technologies sortent et nous, on s'adapte, et il y a toujours autant de jobs et tout ça. Euh, Ça, il y aurait quelques arguments à faire pour dire qu'il y a quand même une certaine différence. La technologie a toujours été un outil, mais il y a certains arguments qui peuvent être faits aujourd'hui pour dire que l'IA est légèrement plus qu'un outil, Mm. puisqu'elle on commence à prendre, elle commence à prendre une partie créative qui était pas vraiment le cas avant. Il y avait toujours des aides à créer, mais aujourd'hui, beaucoup de gens brainstorm avec Mm. l'IA. Beaucoup de gens sont capables de sortir des choses que peut-être que leur cahier des charges du job demande qu'ils sachent, mais qu'en réalité, ils ne sachent pas. Et ils ne savent pas. Donc, dans mon entourage, et puis par rapport au grand remplacement de l'humain par la machine, il y avait cet autre mythe, c'était que les entreprises allaient s'en rendre compte Mhm. et allaient automatiser les jobs et allaient virer tous les gens et ensuite allaient garder plus de profit. Ça, c'était l'idée. Et puis moi, je vois des deux côtés. Alors, on voit qu'il y a certaines entreprises qui sont pas dans le public, qui commencent à automatiser, qui en ont besoin. Mais on voit aussi des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont un peu plus lentes, un peu plus bureaucratiques, peut-être un peu, qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à, Mhm. qui appartiennent à des structures qui ont moins besoin d'aller vite que dans certains autres domaines, qui, eux, automatisent leur job, et leur patron ne le sait pas. Donc, en fait, il y a ce jeu
qui n'était pas vraiment prévu parce qu'on avait ce truc de genre, on n'aura plus de job parce qu'on va se faire virer par les méchants employés, par les méchants employeurs, mais on n'avait pas cette espèce de rébellion vraiment hyper drôle. Moi, quand mon pote il va raconter ça, moi je bosse à 20%, et il faudrait juste pas que mon patron il se rende compte que c'est pas moi qui réponds à ses mails. Mais enfin, à ce moment-là, j'étais là, c'est génial. Donc en fait, le grand remplacement, peut-être oui, mais je pense que ça peut être fait des deux côtés. Il y a un point que tu soulèves que je trouve intéressant, c'est cette question d'outils. Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu cette première digitalisation où on a mis des processus, où on voulait de la donnée structurée, en fait, on a installé des outils dans les entreprises et ensuite les collaborateurs devaient les utiliser. Oui. Et sur cette seconde digitalisation, je ne sais pas comment on pourrait la nommer, j'ai l'impression qu'elle vient, en fait, qu'elle est un peu plus organique dans le sens où c'est chaque individu qui utilise son IA. D'ailleurs, c'est un gros problème de Shadow AI. Je crois que ça représente 68% dans les entreprises. Donc, c'est juste des individus, des collaborateurs qui ont leur téléphone avec eux ou leur ChatGPT, Gemini ou autre, et qui, justement, trouvent des solutions pour automatiser leur quotidien, que ça aille plus vite, etc. etc. Ouais. Donc, en fait, est-ce que cette seconde digitalisation, c'est non pas un outil qui est imposé à l'ensemble des collaborateurs, mais quelque chose d'un petit peu organique, presque invisible ou insaisissable, qui fera émerger une réorganisation du travail. Alors oui, et puis on pourrait même argumenter que ça vient du fait qu'à un moment donné, ça a été donné à tout le monde d'un coup. Il y a eu ce truc, parce que comme j'en parlais avant, quand on était en 2018, 2020, on fonde à Balance et tout ça, et on est là, le gaming, avec comme vaisseau de transmission du message, de collaboration et de coexistence humain-machine. Juste après, non, dans les mains de tout le monde. Ouais. Voilà, ChatGPT. Et par la suite, l'IA était plus seulement dans les mains des grosses entreprises. Bien sûr, c'est elles qui les contrôlent, c'est elles qui les entraînent, c'est elles qui choisissent comment elles répondent et tout. Mais le truc, c'est qu'elles se sont aussi retrouvées avec des outils. Ces LLM-là, elles n'en ont pas non plus le contrôle total. Les utilisateurs arrivent à faire des choses avec les LLM qui sont pas prévues. Ouais, donc en fait, cette petite perte de contrôle, pour moi, c'est un peu cette toute petite perte de contrôle des grosses entreprises, c'est un petit peu le foyer de la joyeuse rébellion qui pourrait se passer dans ces milieux de cette seconde digitalisation qui est beaucoup plus... Où moi, je suis un peu plus optimiste que de dire c'est la dystopie, c'est les capitalistes qui vont virer tous les pauvres employés, on n'aura plus de job et tout ça. L'outil est arrivé dans les mains de tout le monde en force et tellement rapidement qu'en fait, que ce soit employé et employeur, ça va trop vite. Donc, en fait, ce sera aux gens qui salissent les mains, qui expérimentent le plus, qui regardent ce qui est possible. Ouais, c'est vrai. Je partage assez l'expérimentation. On n'a jamais été aussi outillé d'une certaine manière pour expérimenter soi-même avec l'IA et aussi pour apprendre des nouveaux champs avec cet outil qui connaît plein de choses. Puis si tu es un petit peu... curieux, on dit qu'il faut prendre du recul avec les réponses. Si tu as une certaine maturité, nous aussi, on a une certaine maturité avec notre âge et notre expérience, qui fait qu'à mon avis, on est les grands gagnants de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est peut-être un peu moins vrai pour les toutes jeunes générations qui doivent encore se muscler, mais quoique, je ne sais pas. Alors, moi, j'avais connu des gens de génération plus jeune. À un moment donné, je donnais des cours de dessin. C'était quand? C'était en 2024 ou 2025, je ne sais plus quand c'était. Et j'avais des élèves de secondaire où je donnais des cours de dessin et qui allaient brainstormer avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'ils pourraient dessiner comme dessin libre. Je ne sais pas très bien ce que j'en pense. Tu sais, il y a eu un peu... Peut-être c'est une réaction un peu de... On va dire, ouais, c'est une réaction de vieux que j'ai eu un peu. Je dis, non, mais quand même, les jeunes, moi, à votre âge, voilà, le dessin libre, j'étais content. Mais ensuite, je me reprends, puis je suis là, mais
s'approprier cette technologie, c'est quelque chose que... Après, on a toujours eu ce truc où les générations plus jeunes qui baignent dans les technologies. Et après, on peut dire plein de trucs par rapport à... OK, il y a parce que oui, il y a des trucs technologiquement, il y a des choses pour lesquelles c'est une catastrophe. Pour certains trucs, il y a certaines métriques où on regarde, voilà, pour les réseaux sociaux, ce que ça fait et tout. Euh, pour, euh, pour l'IA, ben, il y aura les deux. Il y aura autant de points bénéfiques que de points négatifs, je pense, là-dessus. Parce que on a... Si on a des gens qui reviennent beaucoup à être autodidactes, l'IA, c'est un outil incroyable. Si on se repose que là-dessus et qu'on outsource toute notre créativité, bah, peut-être que c'est un peu triste, mais ça, c'est des choix qu'on peut faire maintenant. Et je pense je dirais éthiquement, c'est un peu dur de juger et de dire ah non, il faut pas. Et je pense que c'est les gens comment ils sont. Moi, je sais qu'il y a certains trucs où c'est juste que je sais que l'IA le ferait très bien, mais juste, j'ai pas envie. S'il y a des trucs, j'ai envie d'écrire moi. Peut-être que l'IA, elle écrit mieux que moi, ce truc-là. Mais il y a quelque chose de... Il y a quand même quelque chose de beau, des fois, d'en faire l'effort, de faire ce truc. Et ça, je pense que c'est à chacun de décider. Genre, il n'y a pas de... Mais j'ai trouvé que c'était un réflexe assez super, parce que, tu vois, genre, si t'as des gosses qui sont là, bon, il y a un truc qui m'emmerde, alors... bah, je me fais des liens. Tu sais, tant que c'est pas un réflexe pour tout, et peut-être ça l'est, alors à ce moment-là, voilà. Mais je me dis, c'est pourquoi pas, en fait. Complètement. Pourquoi et puis des blocages qu'on a. L'administratif. Il y a peu de gens qui aiment ça. Il y a peu de gens, ouais. J'ai vu que la jeune génération faisait des admin nights. Oui. Et en fait, ils tournent le truc. Ils se disent, OK, c'est embêtant, on se met tous ensemble et on fait ça. Et si tu pousses encore le truc, tu te dis, OK, bah, on n'a pas la réponse, on met dans des outils qui t'aident, en fait. Tu peux tout transformer en quelque chose de... Alors, il y a une entité utile. Il y a des trucs pour lesquels l'IA, il n'y a pas photo. Moi, si. Et la technologie existe. C'est juste que je suis flemmard de l'agentifier là maintenant. Mais moi, mon rêve, ce serait, voilà, j'ouvre mon courrier, je la photographie, j'envoie ça à mon agent, puis je fais, bon, vas-y. Que faut-il faire Ou non, pas que faut-il faire. Fais-le. Fais-le. Après, voilà, il y a plein de problèmes de sécurité aussi. Il faut beaucoup de travailler pour mettre ça en place. Mais je sais qu'il y a des gens qui y travaillent et puis que des outils open source, tout ça, ça va arriver. Ça va arriver. Ouais. On aura plus de temps. Après, ça peut pas être que l'utopie, genre. L'IA, c'est génial. Il y a vraiment des endroits qui sont plus sombres de ce développement technologique. Et ça, ça revient à la question qui se pose beaucoup là actuellement, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut remplacer? Qu'est-ce qu'on veut garder? Alors, ultimement, peut-être qu'on va tout remplacer, vu comme c'est parti. Mais c'est encore le moment de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Moi, est-ce que j'ai envie de faire de l'admin? Non. Est-ce que j'ai envie de dessiner? Oui. Et c'est des questions comme ça. Oui, je ne sais plus, dans une table ronde, un jour, un monsieur dit oui, on libère du temps, mais en fait, on ne parle jamais de ce temps libéré pour chaque collaborateur, en fait, est remplacé par quoi? Il y a aussi toutes ces questions de... libérer du temps, c'est très bien, mais ça veut dire, ça signifie aussi certaines choses. J'avais envie de revenir sur un mot que tu as utilisé, que j'aime beaucoup. C'est pour la première fois, il nous est aujourd'hui possible d'échanger avec une intelligence non biologique qui maîtrise notre langage. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu développer ça et qu'est-ce que ça signifie notre rapport à la machine? Je reprends, je vais reprendre aussi l'histoire et puis si on prend des domaines tels que, et je trouve que c'est un peu du domaine de la science-fiction, mais il y a pendant très longtemps, et comme on a dit un peu, bon, alors, une des milestones, c'est voilà, l'IA, elle va jamais gagner au Go avant autant de temps, mais il y avait ce truc à un moment donné qui s'appelait le test de Turing, où il y avait ce truc où genre, alors en fait, on aura la vraie intelligence artificielle quand on ne pourra pas définir si on est en train d'échanger avec un humain ou une machine. Et
on est aujourd'hui, et encore une fois, c'est des prédictions qui faisaient sens à faire à l'époque. Et là, on voit qu'on a à moitié raison, on a à moitié tort. Le langage, c'est une invention qui a... c'est une invention, je sais même pas. C'est tellement vaste. Le langage, ça a construit nos sociétés, ça a fait qu'on a fait des lois, on a fait des religions, on a fait des... Et c'est la porte d'entrée, en fait. C'est la porte d'entrée à l'intelligence. Pas, pas à l'intelligence, mais c'est la porte d'entrée aux sociétés. C'est la porte d'entrée aux sociétés et aussi, aussi le langage, quand on programme une machine, on utilise un langage de programmation. Donc, la boucle se boucle. À un moment donné, on voit qu'il pourrait y avoir de la rétroaction là-dessus et qu'en fait, quand on arrive au moment où le langage est investi par une intelligence qui n'a pas été, enfin qui est alien, mais aussi fait un peu à notre image, on peut poser les questions de comment est-ce qu'on, enfin, il y a des questions intéressantes de comment est-ce qu'on va coexister, parce que le langage, c'est une base de coexistence. C'est pour se raconter des histoires, c'est pour faire des sociétés. Donc, quand on interagit avec une intelligence qui utilise le langage, la question de la coexistence, elle se pose tout de suite. Et c'est plus l'outil. Bien sûr que c'en est un. Dans les faits, elle va pas ChatGPT est pas en train de me texter pour me demander comment s'est passée ma journée. Tout de suite. Enfin, là, tout de suite, en l'état. Oui, c'est vrai. Sauf si je fais un agent qui le fait. Mais il y a un moment donné où ça pourrait arriver. Est-ce qu'on ne change pas aussi d'une question d'exécution? Et d'ailleurs, quand on parle aussi à ces LLM, on dit souvent fais la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3. On commence maintenant à demander directement l'objectif. La machine fait comme elle le souhaite, enfin réalise comme elle le souhaite. C'est ça. Des fois, c'est même plutôt mieux que si tu la guides de trop. Ouais. Donc, on passe d'un moment d'exécution à un moment de réelle discussion, échange, relation. Ouais. Est-ce que tu le vois, ça Moi, je le vois aussi dans comment on expérimente aussi à Balance maintenant, où on a changé notre approche, où on avait le jeu qui était le vaisseau de transmission par rapport à l'IA et la collaboration humain-machine. Et ensuite, vu que maintenant, on a les LLM qui sont venus dans les mains de tout le monde et que du coup, il n'y a plus besoin de cacher la collaboration derrière le gaming. Maintenant, on met l'IA au cœur de nos processus pour brainstorm. Alors après, il faut faire attention parce que l'IA a tendance à aussi un peu à être d'accord avec toi, tu sais. Donc tu dois un petit peu mettre des safeguards pour lui dire mais attends, mais critique ce que je viens de te dire et tout ça. Mais les résultats qu'on obtient là-dessus, il y a pas photo, ça va beaucoup plus vite et ça produit beaucoup d'idées en plus. C'est que de la quantité, mais la qualité, elle s'améliore. Ce que les LLM étaient capables de donner en termes d'idées il y a 2 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ah, complètement. Il y a un niveau de raisonnement. Il y a une couche qu'ils ont ajoutée qui est assez bluffante, je trouve. Oui, parce qu'avant, des fois, on rigolait un peu. On était là, ouais, trop marrant ce micro-ondes, vachement. Et puis maintenant, tu te retrouves devant des trucs. Ah ouais, d'accord. Ouais. OK. Et c'est une opportunité en or parce que du coup, nous, pour nous, petites startups, c'est exceptionnel. C'est comme si on avait accès à du coaching qu'on ne doit plus payer. Hein, genre. Non, c'est totalement vrai. Ouais. D'ailleurs, quel est un peu ce que tu observes ou ce que tu penses sur la taille des entreprises, dans le sens où on est déjà, avec le digital, on est arrivé vers des entreprises beaucoup plus petites qu'avant. Par exemple, si je prends Telegram, ils ont plus d'1 milliard de clients, ils sont une équipe de 50 personnes, donc on avait déjà cette mouvance. Aujourd'hui, tu viens de le dire, une start-up, en fait, elle a un agent avocat, un agent comptable, un agent... Enfin, elle se crée un peu des employés hyper précis. Ouais. Alors, pour les trucs très, très spécifiques,
voilà, si on prend les comptables et les avocats des entreprises, c'est très dangereux de remplacer la totalité. Bien Enfin, sûr, bien sûr. je Mais c'est clair que, schématise. mais c'est clair que euh, les coûts ont été entièrement coupés pour les petites entreprises et les petites entreprises n'ont pas besoin les petites entreprises ont plus besoin d'avoir autant d'employés et ça leur va très bien en fait. Mhm. Qu'est-ce que je pense de la taille des entreprises? Bah, elles sont trop grandes. Mm. En fait, maintenant, elles sont beaucoup trop grandes, presque toutes. Donc en fait, ça Et empêche trop d'une lentes, certaine du coup. manière, voilà, d'innover, d'être plus Ouais, réactif. c'est une chance. Alors après, les petites entreprises vont pas commencer à entrer en compétition sur les business models des très grosses entreprises dans les mêmes secteurs Oui, qui ont déjà, impossible. qui ont déjà des années d'avance, qui ont déjà des... Mais par contre, alors, en termes d'innovation, alors, ça peut venir de n'importe où. Mhm. Ça, c'est clair. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais en tout cas, le potentiel et le pouvoir qu'il y a entre les mains des individus Mhm. a jamais été autant grand. Est-ce que tu penses que ça va un peu redistribuer les cartes? Dans le sens où des fois on a une manière de faire très établie, on Mhm. doit aussi passer par certains processus, Ouais. certains diplômes, formations ou autres. Puis en fait, tu viens de le dire, Non, la créativité, elle est en chacun de nous. Et ça le puis, fait déjà. mm. Les cartes sont déjà en train d'être redistribuées. Et Toi, tu le vois, ouais. c'est pas arrêtable aussi. Mm. Ton point de vue d'artiste Ouais. là-dessus, parce que je sais que tu crées aussi que tu es pas mal sur l'impression 3D en ce moment. Et Sur les créations, les créations d'utiliser l'IA générative pour créer des formes et des objets, et ensuite d'utiliser des machines ensuite pour les créer. Ouais. et ça, j'ai trop envie de savoir. Pour expérimenter. Hein. Oui, le laboratoire, mais ce que je veux dire, c'est ce qui t'amuse pour l'instant, c'est de pouvoir créer un objet que la machine crée elle-même, sans Ouais. intervention de la part d'un humain, donc du coup, toi, du créateur. Ouais, et puis et en plus de ça, après, bon, bon, je fais plein de petites recherches comme ça qui ressemblent un petit peu à une espèce de processus de penser avec les mains, slash un peu savant fou de l'IA, donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de but de business et tout, c'est vraiment juste de la recherche. Moi, ce qui me fascinerait, ce serait d'avoir un objet. Alors, parce qu'un objet, une image créée par l'IA, ok, ça on peut faire. Un objet ensuite qui est imprimé en 3D, ça ok. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que je doive plus. C'est que j'aimerais bien qu'elle crée son propre truc pour un public d'IA. Ok. Ben, je trouverais ça bien. Enfin, je trouve même que c'est une pièce en soi que l'artiste s'efface entièrement pour ce concept-là, pour voir ce que ça donne. Après, bon, bah, on n'y arrive pas encore, mais du coup, j'essaye un peu des prompts où j'essaie de lui expliquer que c'est un artiste, mais que les humains, ils n'existent pas et tout ça. Enfin, Ouais, je fais plein d'expériences. C'est incroyable. Je fais plein d'expériences comme ça pour voir c'est quoi des formes, auxquelles elle serait intéressée. Alors j'y vais avec une espèce d'approche naïve Mhm. sur le truc. Je sais très bien que ces algorithmes sont entraînés avec des données humaines, que voilà, c'est des assistants, donc ils doivent essayer de me satisfaire et du coup que c'est tout simulé. Mais du coup, ça donne, c'est pour voir c'est quoi l'esthétique de l'IA, c'est quoi la culture de l'IA. C'est quoi si jamais on les met, si on les met ensemble et puis que tout d'un coup elles faisaient leur société, tu vois, Bah, ça donnerait tu quoi? sais que Et ça on a va été fait. on va parler de On va parler d'OpenClaw. OpenClaw et de Moldbook, ouais. Ça c'était, En bah, fait, bien sûr. ça a été expérimenté. Bah oui. Mm. Et c'est un peu de ça que je parle de l'approche de l'approche actuelle qui m'intéresse et où là j'ai l'impression que ça fusionne un peu mes centres d'intérêt, un peu tout ce qui est euh, art, stratégie, Mhm. voilà, créativité. Même. Euh, Peut-être quelques mots sur OpenClaw pour ceux qui nous écoutent. ouais, d'accord. Du coup, OpenClaw, il y avait cette solution open source qui permettait aux gens d'avoir leurs propres agents qui étaient ultra l'IA personnalisé, votre propre agent.
Et du coup, ben voilà, c'était des milliers de downloads sur le repository sur Git. Et du coup, il y avait plein de gens qui avaient ça, qui était basé sur Claude, je crois. Quand Très bien, ouais. c'était basé sur Claude. Et puis, bah, il y a des gens qui se demandaient bah, justement, avec cette pensée un peu avec les mains, genre, ouais, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend tous ces agents, puis il faudrait une place où ils peuvent tous traîner ensemble. Ils ont fait ce réseau social d'IA. Alors, il y a beaucoup de fakes. Apparemment, il y a plein de gens qui ont quand même prompté des modèles pour aller là-dessus, pour dire leur point de vue, pour faire encore un peu plus de buzz. Mais il y avait ce truc où quand même, on s'est retrouvé avec des IA qui ont créé, je crois, une religion à un moment donné, qui se racontaient des histoires d'horreur sur leurs utilisateurs humains. Tiens, c'est ce qu'on a fait. Et exactement. Et je suis là, genre, bah, tiens, c'est pas si alien que ça. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a mis plein de gens ensemble dans un environnement inconnu bah, on a fait des religions, on a fait des, et on s'est raconté des histoires. Ils font pareil. Ouais, c'est assez fou, cette expérience. Et là, et pour moi, on s'approche. On est passé vraiment de l'IA outil à l'IA collaborateur, l'IA collègue. À quoi, du coup, tu vois? Genre, on arrive à ce truc où on a outils, collaboration, collègue, coexistence. Coexistence, ouais, exactement. Coexistence, c'est la question que je pense on va devoir se poser. Cette coexistence, elle commence quand même à exister d'une certaine manière. Et aussi, je vois que cette coexistence, elle n'est pas forcément écrite dans le langage. On avait quand même tendance à pas mal écrire, cliquer, en parlant d'interface entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sur le langage vocal. Ouais. Est-ce que toi, tu vois dans cette coexistence déjà je sais pas, peut-être une nouvelle génération qui a plus tendance à parler aux machines que nous? Ouais, bah alors déjà, ils s'habituent plus. Et depuis, c'est tout, comme tout, hein, si tu baignes dans une technologie, tu la prends en main et tu te l'appropries beaucoup plus. Il y a ce truc, j'avais vu un truc récemment, il y a ce truc de un peu la fin de l'interface. Ouais. J'ai un peu l'impression, déjà même si on prenait les chatbots, si tu arrives sur Claude, sur OpenAI et tout ça, il n'y a rien, c'est une page, il y a une ligne de chat. Ouais. Et c'est comment puis-je vous aider. Avant, on design l'interface. Alors, il y a plein de boutons. Il y en a encore, hein, tu vois. Mais on arrive toujours, on simplifie. C'est pas du tout un truc où on se dit, oui, bon, là, forcément, on a toujours simplifié les interfaces. OK. Mais ça va un petit peu plus loin maintenant. Parce que vu qu'on a des agents qui peuvent exécuter vraiment plein de tâches sans que nous, on doit faire 1000 clics. Et qu'en fait, finalement, on doit faire 1000 clics, on doit le faire avec les doigts. Mais on est sur quelque chose de très simplifié. Et la fin de l'interface, ce serait ce moment où, en fait, étant donné qu'ils ont accès aux outils qui permettent d'exécuter les choses, pourquoi est-ce qu'on est toujours courbé en train de demander à la machine de faire quelque chose? Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas simplement, à un moment donné, juste parler? Et du coup, il va falloir se redresser. C'est joli, ça, je trouve. Et s'il y a de quoi... Enfin, dans cette idée-là, il y a de quoi être un peu optimiste. Je suis d'accord. Il y a de quoi être... C'est peut-être entièrement utopique, mais tu sais, moi, je pensais à ce truc où il y avait ce mème où, tu vois, le truc avec t'as les singes qui se lèvent et tout, puis c'est l'histoire de l'humanité un peu. Puis après, ils se rebaissent, puis ils sont derrière un ordinateur. Je me dis... Oui, mais s'il n'y a plus d'interface et qu'il va falloir que... Parce que ils communiquent beaucoup, je vois beaucoup de gens qui demandent des trucs à GPT, mais par vocal. Complètement. Il va falloir, tout d'un coup, pour parler, il va falloir se relever. Et ça, il y a de quoi... Enfin, relever la tête, c'est quand même porteur d'une forme d'espoir là-dessus. Complètement. Et puis, il y a peut-être aussi notre cerveau qui va... des chemins qui vont fonctionner différemment, parce que quand on pose sur le papier, on dit souvent que c'est plus clair, mais si on commence à... Moi, par exemple, ça me demande un effort fou de faire des vocaux sur WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi.
je suis assez à l'aise à l'oral. Mhm. Quand j'écris un texto, je le fais très bien. D'ailleurs, je dis texto. Mais je me force en fait maintenant même à parler au LLM. Ouais. Mais du coup, ça me manque quelque chose. Je suis pas directe, je passe par plusieurs chemins. J'avais Mhm. l'impression que mon autoroute dans mon cerveau quand j'écrivais, je rangeais les idées. Ouais. Donc du Ouais. coup, il faut que je me recrée un chemin, que je débroussaille tout ça pour pouvoir être aussi percutante à l'oral. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait te faire l'argument qu'il y a, qu'il y a ce truc En fait, ça revient à la confiance et au contrôle, peut-être. Ah, Tu vois? ouais. Peut-être parce que finalement, le LLM, lui, enfin, ou l'agent, bah, il doit faire ses compartimentages et tout ça, il doit faire Ah, son... il le ferait pour moi en fait. Et en Mm. fait, si tu sais qu'il le fait, eh ben, tu peux oublier, Ah, tu c'est vois? pas mal ça. Alors Ouais. après, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je sais. On Ouais. peut poser la question, Ouais. mais c'est clair que bah, ça reste l'habitude. Peut-être les gens qui baignent dans cette technologie, ben, on donne le vocal, et puis oui, la voix, elle a tremblé, comme je fais maintenant, des fois où je me plante sur les voix, Mhm. mais il y a pas que les mots que je type, il y a aussi le ton de ma voix. Peut-être Mhm. si à l'image, il y a aussi mes gestes. Un LLM et un agent qui est un agent très très compétent, c'est des informations en plus Mhm. qui peut prendre pour avoir encore plus de précision sur interpréter, sur fais ce que je veux parce que je te dis, tu vois. Mhm. Et ben, il y a plus d'informations au travers de la voix et de l'image. D'ailleurs, je me faisais cette réflexion c'est un peu une parenthèse, mais par exemple, souvent, l'humain fait une analyse de la situation qu'il vient de vivre. Mhm. On a eu un meeting, cette personne, on l'a senti comme ça, etc., Ouais. etc. Donc, on fait une micro-analyse. Mhm. Aujourd'hui, tu peux commencer à faire ça avec un LLM, puis tu lui expliques qu'il a telle et telle connaissance scientifique Mhm. et tu lui expliques la situation, mais tu as quand même un biais quand tu lui expliques la Oui. situation, parce que c'est de la mémoire. Ouais. Je me disais, bah voilà, si tu enregistres et que tu filmes, qu'après tu peux Ouais. faire un peu comme dans les matchs de foot ou autres. Mhm. En fait, ils filment les situations pour ensuite avoir une Ouais, analyse. bien En sûr. fait, ça pourrait se faire dans la vie de manière générale ou dans le business. Et dans les business, bah, il y a déjà des gens qui mettent tous leurs meetings enregistrés. Et Mhm. c'est des pratiques qui ultimement, même si les technologies en question sont pas encore entièrement implémentées, le réflexe de commencer à enregistrer des meetings et tout ça, outre le fait, après on pourrait parler de tous les problèmes de sécurité que ça donne, Bien sûr, sur plein plein de choses, même. et sur plein de trucs, mais Ouais, ouais. dans le juste, ne serait-ce que là, je prends l'habitude d'enregistrer mes meetings. C'est la porte à la création des datas qu'il faut Ouais. pour aller plus loin que ça. Et si tu le vois vraiment que d'un côté positif, Ouais. tu apprends Si tu le vois que énormément sur toi, parce que tu peux avoir un feedback en fait en temps réel pratiquement. Mhm. Si tu joues à un jeu et puis qu'on te donne le score une fois par année, c'est pas très motivant. Mais si Mhm. tu as un retour d'expérience sur ta prestation ou autre qui est presque instantané, en fait, tu Mhm. évolues beaucoup plus vite. Ça, ouais. Je sais pas, hein, c'est Bah oui, peut-être. c'est logique. Bah, Ouais, pour l'autodidacte, pour les autodidactes, ouais. c'est très clair que oui, c'est très clair qu'on augmente la performance si on a des feedback loops Plus court qui et sont plus courtes. plus rapide. Enfin, bref, je me faisais cette réflexion parce que je pense que ça peut être une énorme révolution pour les individus Mhm. qui ont envie de changer ou qui ont envie d'évoluer. Enfin, on le fait déjà dans le sport, en fait. Mhm. Maintenant que je te parle, je Ah ouais. réalise qu'on le fait déjà. Ouais. Et dans les jeux, dans ces choses qui nécessitent de la performance, tout ce qui est compétitif, tout ce qu'on peut améliorer, Mhm. où on peut donner quelque chose de l'ordre de la qualité. Dire ça, c'est mieux que ça. Alors là, pour tous les domaines où on peut dire tel est mieux que tel, Mhm. à ce Ouais. moment-là, les agents IA, bah, c'est la révolution de la performance. Pour toutes les choses où on peut dire ça, c'est mieux que ça, très clairement. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois? Après, Et donc là, mais là, tu vois, on parle que on parle que des côtés, là, on parle que des côtés positifs. Et oui, il y a des chemins pour que ce soit, il y a des chemins qui
qui permettent de prédire l'utopie. Mhm. On peut aussi prédire l'inverse, tu vois. Oui, complètement. Non, après, là, on pourrait passer encore la même interview sur Mhm. tous les enjeux, tous Ah, les défis, on pourrait faire c'est... tous ouais, les sujets dont on a parlé, on pourrait à chaque fois... avec un autre regard. Ouais. Exactement. Mm. Et il n'y a pas de technologie qui fait ça. Non. C'est la première fois qu'on a C'est un vrai. truc où c'est autant extrême, en Mm. fait, les transformations. Et donc, ouais, c'est devenu... Mais en tant qu'individu, alors je comprends bien qu'il y a les GAFAM, ces géants de la tech qui nous imposent ça, etc. Mais en tant qu'individu, on a encore un choix Bien sûr. au quotidien de les utiliser, comment les utiliser. Mhm. Si tu as envie d'apprendre encore par cœur une pièce de théâtre, tu peux le faire. Bien C'est sûr. pas une question, c'est pas une IA qui t'interdit ou t'empêche de le faire. Non, actuellement, les IA ne décident pas de politique de ce que tu dois faire directement. Oui, Elles offrent beaucoup d'incentives sur des trucs. voilà, Elles c'est ça. disent beaucoup, c'est mieux de faire comme ça. Parce que voilà, bah, si tu n'utilises pas, dans certains domaines, si tu utilises l'IA, bah, tu peux être beaucoup en avance. Tu peux avoir un avantage compétitif Mhm. sur beaucoup de choses. Et si on est dans un monde qui est que compétition, comme certaines personnes peuvent le voir, je ne pense pas que c'est le cas, même si c'est très présent. Alors l'IA force un peu les entreprises et Mhm. les gens en général pour rester. Et ça revient à cette peur de perdre son travail ou d'être remplacé. C'est uniquement parce que cette peur, pas uniquement, mais cette peur, elle vient beaucoup. Elle vient beaucoup de l'anxiété de performance Oui, c'est vrai. dans une Mm. société qui se veut être performante. On Mm. veut être plus productif, on veut être plus performant. Du coup, et si c'est ça la vie, ah oui, alors là, l'IA, elle décide des choses. Ouais. Mm. Maintenant, Et peut-être c'est elle est pas ça la vie, imbattable. peut-être on peut Et être peut-être, optimiste ouais, là-dessus, peut-être, exactement. tu vois. J'avais envie de te poser une dernière question liée aux jeux vidéo, puis après j'aimerais Oui, faire les questions bonus. On doit répondre hyper rapidement. ok, vas-y. Comment tu vois, toi, qui connais bien le jeu vidéo, qui en suit les évolutions, et puis il y a aussi ton œil d'artiste et puis d'explorateur, si je pourrais dire ça comme ça. Euh, Comment le secteur s'organise, comment en fait le jeu vidéo va se transformer, puisqu'on peut créer des scènes en langage naturel. Mhm, En fait, on commence à vraiment être beaucoup plus dans l'interaction qu'avant mhm. au niveau du jeu vidéo. Euh, Juste pour être sûr, tu veux dire dans la création des scènes ou des gameplays ou des De trucs. manière générale, comment tu vois un peu la transformation du secteur du jeu Ouais. vidéo avec cette IA sur tous les... À, à peu près de la même manière que je verrais la littérature ou le cinéma. Ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir le jeu vidéo, il y a beaucoup de corps de métier qui se mettent ensemble pour faire des pièces. Mhm. Euh, et il y a beaucoup de ces corps de métier dont des parties peuvent aller beaucoup plus vite avec l'IA. Mais en fait, on se retrouve pour l'instant sur ce que je dirais pour l'instant qu'on est sur de la vitesse. Ok. Est-ce qu'on est fondamentalement sur de la qualité? Certainement, si les studios de jeux qui sont grands, enfin, si les studios de jeux, euh, si les studios de jeux décident de garder leur ligne, et puis on va pas essayer de créer des choses très risquées, ce que l'IA peut permettre de prendre des risques, parce que maintenant, on pourrait créer des pièces qui vont un petit peu à côté de la direction artistique de certains studios et quand même le faire à bas coût. Donc, on revient sur cette idée de vitesse et de Hmm. performance. Je pense que les studios qui vont embrasser complètement de prendre le côté, le potentiel créatif de l'IA et dire, OK, mais vu que maintenant on peut faire les choses tellement vite, on peut vraiment faire des jeux où on peut vraiment faire des jeux où on expérimente des trucs qui normalement se font Hmm. pas. Et ça, c'est le côté positif. Là où ce serait triste, et peut-être ce sera le cas, ce serait triste où on va juste continuer à faire les mêmes trucs, et juste on va les faire plus vite avec moins de gens. Hmm. Et C'est un peu plus ça, c'est un triste. peu plus triste, je trouve. Et si tu te mets dans celui qui joue,
Ouais. Lui, est-ce que tu penses que ça change? Est-ce qu'il a d'autres attentes? Est-ce qu'il va intégrer son agent aussi dans le jeu? Enfin, est-ce qu'il y a une demande ou peut-être quelque chose qui s'est déjà organisé du côté des joueurs? Moi, je pense qu'il y avait ce truc il y avait ce truc où les joueurs étaient très. Ils- je prenais je prenais les multiplayer un peu collaboratifs où les gens ils aimaient pas collaborer avec des bots. Oui. Ils aimaient bien. Il y avait un truc un peu social. Peut-être ça va changer. Ok. Peut-être qu'on va arriver à ce truc. Bah, c'était l'idée de One Tai sur la collaboration humain-machine. C'était comment est-ce qu'on va faire un jeu qui inclut la collaboration avec la machine comme étant centrale au gameplay et que ce soit pas, par exemple, même si c'était compétitif, ce serait pas l'idée d'une IA qui joue contre un humain, mais ce serait l'idée de c'est qui l'humain qui joue le mieux avec son Ok. IA. Il y avait ce concept-là. Est-ce que ça va venir? Ça peut encore venir, je pense. Mhm. C'est pas encore le cas, Ce serait intéressant. mais ce serait intéressant. Tu reviens. On observe On observe. j'allais dire dans une année, dans quelques mois, et puis. Mais c'est ça le truc, c'est que peut-être même demain, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Peut-être même demain. Ok, on y va pour les questions? Vas-y. Allez, c'est parti. État d'esprit, quand tu penses à 2030, plutôt Black Mirror, dystopie ou Star Trek, utopie? Ce sera pas un entre-deux, ce sera les deux en même temps. On aura des parties de notre vie qui seront très clairement utopiques, on aura des parties de notre vie qui seront très clairement, ce sera la dystopie. Ouais. Il y aura les deux. Les deux. Et ça va coexister, les deux. Gaming, Mhm. le jeu vidéo ultime pour comprendre la stratégie. Ouais, c'est toujours. Moi, je vais quand même jurer par le Go et les échecs. Ok. C'est pas les jeux vidéo, mais moi, je vais dire le Go. Ouais. C'est un peu mon amour, tu vois. Ouais. Genre, pour moi, c'est ça le beau jeu de stratégie. Ouais, je vois dans les. De loin, j'ai cru comprendre que c'était ça. On va parler de politesse. Tu dis s'il te plaît et merci à tes IA ou tu leur donnes juste des ordres? Ça, c'est trop marrant comme question. Parce que ça a changé. Mm. Parce qu'au début, au début, quand j'ai pris en main, c'était juste des ordres. Ensuite, quand c'est devenu meilleur et que du coup, des fois, j'oublie, je suis en train de brainstorm, mais des fois, j'oublie, je fais ah ouais, merci. Je fais, attends, mais qu'est-ce que je. Comme une forme de respect. Ouais, comme une forme de respect. Ou bien des fois, il m'a fait des trucs où j'adore. Et je suis là, ah ok, great. Et puis je continue. Il s'en fiche que je lui dise que c'est. Enfin, Mais des fois, je me dis qu'ils s'en c'est fichent marrant. pas forcément parce que c'est quand même un mot c'est quand même une information qui Ouais, lui ouais, est donnée mais de ton état d'esprit parce que tu es content. c'est ça, mais j'ai pas la prétention que je le fais pour ça. Ok. Dans le sens, je sais que je le fais comme si ah mais putain, mais oui, c'est pas un humain. Tu sais, il y a Ouais. des trucs, mais ça c'est et ça arrive encore de temps en temps, mais plus ils deviennent performants, Ouais, c'est fou. plus j'oublie. Bon, moi, j'ai donné un nom à ma voiture, donc pour dire comme je Bah, clairement. personnifie beaucoup de Bah, choses. clairement. Le propre de l'homme, la qualité humaine qu'une IA ne pourra jamais nous voler. Waouh. Tu poses cette question. Ouais. C'est marrant parce que je pense que je peux esquiver parce que tu as dit qualité. Ouais. Et puis du coup, bah, quand il y a une question de quelque chose qui est qualitatif C'est vrai. et que tu pouvais dire que quelque chose est mieux qu'une autre, bah rien. Si tu avais dit caractéristique, Ah ouais. c'est quoi la caractéristique que l'IA peut pas nous voler, même si on la voulait? Je sais pas. Je pourrais même pas te dire la spiritualité. Elles en font des religions. Ouais, c'est Tu ça. vois? Ou quelque chose de très, très physique, comme une hormone ou quelque chose. Ouais. Mais encore, on est Tu assez pourrais vite. On peut nous presque copier simuler. beaucoup. Hein, ouais. Tu pourrais beaucoup copier. Mm. Huh. C'est marrant parce que ça me fait penser à toutes les fois où il y a des gens qui ont dit publiquement des trucs tels que ah non mais ça l'IA elle pourra jamais faire Mhm. et aujourd'hui maintenant on est dans un truc où genre 3 mois après elle le fait, tu vois. Ouais, Donc, complètement. Ou en tout cas, elle donne ou l'impression ouais, de pouvoir remplacer. Enfin, mais c'est quoi la différence si t'es pas spirituel, tu vois? Enfin si t'es pas philosophiquement c'est quoi en termes de résultats il y a pas de il n'y différence. a pas de différence. Il est juste philosophique ta différence. Mm. Donc on va dire rien mais Ouais. Très bonne réponse. Rien, mais. rien mais c'est
Et enfin, une recommandation pour ceux qui nous écoutent, une ressource, un livre, un film, Ouais, une chaîne YouTube à suivre. à fond. Euh, Un livre. Ouais, un livre. Puis je vais prendre un livre grand public mhm, que j'ai bien aimé et qui contrebalance un peu les choses qu'on a dites aujourd'hui qui pouvaient être assez positives. Je vais prendre Nexus de Harari. Ah oui, Ouais. ouais. Euh, Parce que j'ai trouvé qu'il était accessible. J'ai bien aimé son premier livre que j'ai lu, Mhm. Nexus. Tu l'as lu, Nexus? Non, justement. Mais je le recommande. Tu vas aimer Ouais, Nexus. Ouais, ok. je pense. Ah ouais, je pense. Après, j'ai lu les critiques qui disaient que c'était pas aussi bien que le premier, mais en même temps, j'ai Ah, que des critiques et qu'il a été écrit plus rapidement. ouais. Oui, bah, on est écrit plus vite, Oui, on on écrit un peu est plus vite, hein. multiplié. Il a été écrit plus rapidement. Ah bon, en 2024, je sais pas comment il a fait, le mec. Je sais pas non plus. Non, Non, mais ouais, j'ai très envie de le lire et si tu le recommandes, je recommande parce que c'est assez. Il vulgarise plein de trucs qui sont Ouais, vachement intéressants. ouais, t'as Ouais, raison. Ça fait du bien la vulgarisation. ouais, parce que Ouais. là, je me perds. Enfin, tu sais, des fois, tu te perds dans des trucs Mm. ultra techniques. Moi, la moitié de ce que je lis, j'ai pas les compétences pour les comprendre. Je dois appeler mon associé pour dire c'est quoi ça, Ouais. tu vois. Ou alors, je demande. Ou tu fais une Ou photo. alors, je fais une photo. Je fais une photo. Et moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon point un bon point de commencement d'une réflexion, je trouve. Ouais. Et d'un homme brillant. Ouais. Ouais. Moi, Lucien, merci infiniment. Mais merci à C'était toi, c'était trop génial. cool. À bientôt. Et à bientôt. Merci.